Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Forum des images pour ce nouveau cours dans notre thématique Refaire l'amour. Merci d'être présents et présentes en ce 1er novembre. Donc on va parler de l'étudiante, vous l'aurez peut-être compris si vous êtes ici, si vous avez écouté cette chanson. Peut-être un petit sondage avant, qui a déjà vu l'étudiante ? D'accord, donc certains et certaines ne l'ont pas vu, vous pouvez le voir juste après. Si vous le souhaitez, je vais spoiler le film, je vous dis, mais en même temps c'est une comédie romantique. C'est une comédie romantique, j'allais dire, assez classique, avant l'âge d'or de la comédie romantique, avant un certain âge d'or de la comédie romantique, notamment aux États-Unis dans les années 80. Ce film date de 88, et on va voir que voilà, il suit les règles, les codes. Peut-être il en invente certains, à savoir un couple qui n'est pas fait pour s'entendre, qui se rencontre. L'amour commence, ensuite il y a des ennuis et tout se termine bien. Donc voilà ce que je vais vous spoiler ce soir. Mais en tout cas, je voulais vous dire que pourquoi parler de l'étudiante ? L'étudiante est l'un de mes films préférés. C'est pas un coming out, je l'assume absolument. L'un des films que j'aime d'amour, comme dirait l'autre, comme on aime une personne, comme on tombe amoureux de quelqu'un, c'est-à-dire avec sincérité, avec stupeur, avec maladresse. Je lui dois beaucoup à ce film et je m'en souviens comme d'un film avec lequel j'ai vécu, dans lequel j'ai vécu. Un film avec lequel j'ai partagé ma vie, avec lequel j'ai ri, avec qui j'ai pleuré. Je suis aussi bêtement qu'éperdument tombé amoureux de Valentine Esquerra. Pas de Sophie Marceau, mais de Valentine Esquerra, le personnage qu'elle incarne dans L'étudiante. Et je crois pouvoir dire qu'au long des années, ce fut réciproque. Ça n'est pas une pathologie, mais c'est une manière de vivre. Si j'ai pu lui être infidèle, le film s'est efforcé de paraître fidèle. Cette histoire d'amour heureux se lira entre les lignes de la courte et incomplète analyse que je vais vous proposer dans l'heure qui suit. Et comme si je composais une leçon d'agrégation sur le sujet Amour et amour des films, facteurs comiques et romantiques dans L'étudiante de Claude Pinoteau. Ceux qui ont vu le film comprendront la référence. Donc j'espère que vous, mes jurés d'un soir, vous ne me tiendrez pas rigueur d'utiliser mes propres émotions au milieu d'un exposé didactique. Alors je commencerai par questionner ce que je viens de dire, l'étudiante de Claude Pinoteau, donc d'interroger ceux de qui est l'auteur du film. Tout d'abord, il faut en finir de manière générale avec l'obsession dangereuse de l'auteur. La politique des auteurs, après un moment politique utile, peut se transformer maintenant en politique des films. Et en l'occurrence, L'étudiante est un film à plusieurs auteurs qui donne l'exemple de la manière dont on peut reconsidérer l'histoire du cinéma débarrassée, on va dire, du romantisme industriel, de l'autorisation à tout va. Pour commencer, on peut considérer que le film réunit 5 personnes ayant déjà travaillé ensemble et avec succès sur les deux épisodes de La Boum et La Boum 2. Donc Alain Poiret à la production pour la Gaumont. Donc là, on est vraiment dans le cœur du cinéma populaire industriel français. Quand on parle de La Boum, c'est un succès incroyable en salle et un phénomène de société, littéralement. Donc, ensuite, Claude Pinoteau, que j'ai cité à la réalisation et au scénario, Daniel Thompson au scénario et au dialogue, et Vladimir Cosma à la musique. On a pu entendre sa composition en début de séance, et bien entendu Sophie Marceau comme actrice principale, donc ces 5-là viennent tout droit des deux premières booms. Ces 5 personnes sont les auteurs principaux, à parts égales, de L'étudiante. Donc c'est ce que je vais me proposer de détailler dans ce cours, en vous proposant un exercice plutôt ludique, à savoir celui de voyager vers l'année 1988. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, essayez de faire un effort d'imagination à travers le film. Pour ceux qui l'ont connu, souvenez-vous. Et oubliez tout ce qui s'est passé depuis 1988. Ne laissez pas votre imagination être parasitée par les films postérieurs de Claude Pinoteau ou Daniel Thompson, parce qu'ont pu devenir ou faire Sophie Marceau ou Vincent Lindon. Effacez ces images de votre mémoire et projetez-vous avec moi en 1988, année de la réélection de François Mitterrand, de la publication des versets sataniques, de la mort de Jean-Michel Basquiat, de la naissance de Rihanna et de Vianney, de la fin de la guerre Iran-Irak, de la sortie du premier album de Lenny Kravitz, des albums Sarbacane de Francis Cabrel, Ainsi soit Jeu de Mylène Farmer,
Ultramoderne solitude de Souchon et des films La vie est un long fleuve tranquille, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Le Grand Bleu, Akira ou Piège de cristal et du comics Watchmen. Voilà pour l'année 88. Passons à la question de que et qui sont les principaux artisans de ce film, l'étudiante. Pour détailler un peu qui ils sont quand même. Claude Pinoteau, lui, est né en 1925. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les biographies, évidemment, de tous ces personnages, mais Claude Pinoteau, c'est un enfant de la balle. Son père était un aventureux régisseur. Donc très jeune, il a pu fréquenter les plateaux de tournage et observer chaque étape de cette machine infernale qu'est le cinéma. Il a été tour à tour coursier, accessoiriste. Il a travaillé pour Julien Duvivier, Marcel L'Herbier, Gilles Granger, jusqu'à devenir assistant réalisateur dès la fin des années 40 jusqu'au début des années 70 pour des personnes comme Jean Cocteau, Gilles Granger, Henri Verneuil, Max Ophuls, René Clair, Philippe de Broca, Claude Lelouch. Il a donc participé à quelques chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, comme Orphée, Lola Montes ou Un singe en hiver, avant de passer lui-même à la réalisation à la fin des années 70. Donc en 1988, qui est-il ? Il est le réalisateur de 7 longs métrages, dont 4 avec Lino Ventura. Je vous passe les titres, mais Le Silencieux, La Gifle, L'Homme en colère, la septième cible. Je vous les passe, mais je vous les dis quand même. Donc un avec Yves Montand, Le Grand Escogriffe. Et donc les 2 épisodes, si on peut dire, de La Boum, co-signés avec Daniel Thompson. Daniel Le, je le préciserai. Son travail sur La Gifle, avec la toute jeune Isabelle Adjani, l'avait tout désigné pour mettre en scène le projet le plus personnel de Daniel Thompson, La Boum, projet personnel de Daniel Thompson, puisqu'elle s'inspire de ses propres enfants et plus précisément de sa propre fille pour écrire La Boum, et elle cherche un réalisateur qui fut donc Claude Pinoteau. Daniel Thompson, que je viens de nommer, est la fille de Gérard Houry, le réalisateur, avec lequel elle a très tôt collaboré pour le scénario. Et en 1988, elle a déjà à son actif donc les films de son père Gérard Houry, pour la plupart les plus grands succès au box-office du cinéma français, comme La Grande Vadrouille, Le Cerveau, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Carapate, Le Coup du Parapluie, L'As des As, La Vengeance du Serpent à Plumes, Lévi et Goliath, bref, tous les films de Gérard Houry. Mais aussi, parallèlement, elle creuse, parallèlement à ces comédies, elle creuse un sillon plus personnel avec une fine écriture plus sociologique, au contact du sentiment amoureux moderne et des relations parentales post-mai 68, peut-on dire. Avec des films comme Cousin, Cousine, comme Jean-Charles Takela qui nous a quittés récemment, qui est un cinéaste un peu plus méconnu post-Nouvelle Vague, mais qui mérite d'être connu ou reconnu en tout cas. Donc Cousin, Cousine, c'est un film formidable. Il a même eu un remake aux États-Unis. Ou d'autres films qu'on a pu d'ailleurs proposer ici dans d'autres thématiques, comme, alors les titres sont horribles, mais il y a une grande sensibilité dans ces films, comme Va voir maman, papa travaille, de François Leterrier, dont elle est la scénariste, mais aussi des mini-séries comme l'adaptation de Claudine, d'après Claudette, réalisée par Édouard Molinaro, ou des choses comme Petit déjeuner compris. Donc là, ça exerce une vraie sensibilité de cette scénariste. Et ça me fait penser à ce cinéma des années 70 français, là encore une fois assez méconnu, qui est l'une des sources secrètes, on va dire, pas si secrète que ça, parce qu'on peut voir les films, notamment au Forum des Images, dans cette thématique, mais des sources secrètes de la comédie romantique plus classique. Des films des années 70 qui accusent un peu le coup de la libération sexuelle des années 60 en redéfinissant les nouveaux enjeux et les nouveaux jeux de l'amour. Dans cette veine, je vous recommande, vous pourrez le voir ici demain si je ne m'abuse, Cause toujours tu m'intéresses, d'Édouard Molinaro. Là encore, une fois un titre horrible, mais c'est avec Jean-Pierre Mariel et Annie Girardot, la grande Annie Girardot, et je vous le conseille sincèrement parce que là, on a une pure comédie romantique réalisée dans les années 70, avec des gens qui ne se voient pas et qui ne communiquent qu'à travers téléphone, et donc il y a quelques quiproquos. Ça nous rappelle d'autres films comme Nuit blanche à Seattle, mais ça c'était bien avant, et le film fonctionne complètement, et il est vraiment assez formidable. Et donc Daniel Thompson, pour finir, est l'une des rares scénaristes reconnues, qui plus est une femme, pour cette époque c'est encore plus rare, reconnue et qui a son nom sur l'affiche et autour du nom duquel on peut monter certains projets, comme on a pu monter La Boum. Et elle fait d'ailleurs, pour que vous voyez son visage, un petit caméo dans L'étudiante, ici dans la première scène du restaurant. Donc voici Daniel Thompson qui a une ou deux phrases de dialogue.
L'étudiante, c'est aussi le premier rôle de Vincent Lindon, que l'on voit ici de profil. C'est pour ça que je vous disais d'oublier complètement ce qui est devenu, alors pour le meilleur, pour le pire, peu importe, mais Vincent Lindon. Mais il faut s'imaginer un acteur qui trouve ici son premier rôle. Il était remarqué depuis le début des années 80, donc dans le film, il a une petite trentaine d'années. Il était remarqué plutôt dans des seconds rôles, mais dans des films néanmoins assez importants. Je peux en citer quelques-uns, comme L'Addition de Denis Amar, son tout premier film, Parole de flic de José Pinheiro, ou Notre histoire de Bertrand Blier en 84, ou encore un dernier été à Tanger d'Alexandre Arcadi. Mais il y a deux films plus marquants, en tout cas les films sont plus marquants, et lui il a un petit rôle dedans, mais il y a déjà un personnage qui se dessine, le personnage du Vincent Lindon des années 80 en tout cas. C'est 37,2 le matin de Jean-Jacques Benech, c'est Quelques jours avec moi de Claude Sauté. Et son style, à cette époque en tout cas, est basé sur l'alliance des contraires, alliant une puissance physique, on va dire, à une forme de vulnérabilité ou de fragilité morale, une alliance d'un instinct animal et d'une sensibilité plus sophistiquée. Schématisé par son apparition, pour ceux qui ont vu le film célèbre dans 37 de le matin, il est un gendarme, donc la force de l'ordre, l'organisation, qui va chanter une berceuse pour incarner la douceur. Une scène assez absurde, mais voilà, qui a marqué un petit peu les esprits. Et c'est très exactement ce registre-là qu'il va avoir sur la longueur du film pour incarner Ned, donc ce personnage de l'étudiante, musicien et compositeur. Sophie Marceau a 21 ans lorsqu'elle débute le tournage de l'étudiante. Son premier film, donc La Boum, a fait d'elle une star instantanée à l'âge de 13 ans. Et comme tous les enfants stars, il est toujours difficile à la fois de grandir à l'écran et de j'allais dire pas de se débarrasser, mais de pas se laisser enfermer dans un personnage. Ces deux premiers films, c'est donc La Boum et La Boum 2. Donc de ne pas se laisser enfermer et d'essayer de se détacher de son personnage qui a fait connaître du grand public et de grandir à l'écran avec le public, contre le public parfois. C'est la problématique on va dire, de l'éducation sentimentale et de la métamorphose du corps de l'actrice à l'écran dans ces années 80. Entre La Boum et l'étudiante, 8 ans passent. 8 ans et autant de films dont l'un des sujets devient le devenir femme de Sophie Marceau. Elle dont on va suivre la croissance donc entre l'âge de 13 ans et 21 ans. On peut voir les 8 films en question. Je ne les commente pas tous. Je dirais juste qu'il y a un impensé de ce cinéma-là quand on revoit les films aujourd'hui, certains d'entre eux en tout cas, un impensé du cinéma français en particulier qui saute aux yeux aujourd'hui, et c'est l'emprise masculine sur le corps des jeunes filles. La découverte du corps de Sophie Marceau dans tous ses films est littérale, c'est-à-dire qu'elle découvre évidemment son propre corps, comme toute adolescente, jeune fille qui va grandir. Elle découvre les affres de l'amour et de la sexualité, mais on la découvre aussi littéralement, la faisant apparaître dans des scènes de nu de plus en plus érotiques, va-t-on dire. Et l'affiche de Police, le film de Maurice Pialat que l'on voit ici, a aujourd'hui une espèce de symbolique assez forte et qui peut faire froid dans le dos, avec cette Sophie Marceau en cellule, derrière le grillage et sous le regard et l'emprise de Gérard Depardieu. Donc cet imaginaire et pour revenir, en tout cas pour sa carrière, Sophie Marceau, je ne parlerai pas de toute la carrière de Sophie Marceau, mais en tout cas j'évoquais Police, elle a très vite parlé, dès l'époque, des difficultés sur le tournage, notamment face à Gérard Depardieu et du comportement de certains acteurs. Et à l'époque, on l'écoutait, mais très peu. Mais en tout cas, elle a très vite parlé, ce qui fait, pour l'anecdote, qu'elle a pu refuser le rôle de Roxane dans le Cyrano de Bergerac de Rapneau pour cette raison-là. Elle ne voulait plus collaborer avec Gérard Depardieu. Et donc, il y a cet imaginaire qui est très intéressant, en tout cas dans l'évolution de Sophie Marceau. Cet imaginaire et cette emprise posent aujourd'hui problème, car on y voit aussi une forme de fantasme de l'inceste qui peut être assez gênant. Par exemple, un film, Joyeuse Pâques, qui est plutôt donc le film là que vous voyez en haut à droite avec Belmondo, film de Georges Lautner, donc plutôt une comédie, on va dire familiale. Quand on la revoit aujourd'hui, il y a un petit problème parce que c'est basé donc sur une pièce
de boulevard très fine, hein, aussi, de Jean Poiret. Mais l'argument du film, c'est donc le séducteur, on va dire, Jean-Paul Belmondo, qui va, voilà, par le hasard, au début du film, tomber amoureux, essayer de séduire le personnage de Sophie Marceau. Or, sa femme rentre, on est dans le boulevard, sa femme revient, les surprend, et il va la faire passer pour sa fille. Tout au long du film, le quiproquo, ça va être elle n'est pas mon amante, elle est ma fille. Or, Belmondo a 51 ans à l'époque, et Sophie Marceau 17 ans, donc 34 ans d'écart. Revoyant le film aujourd'hui, il y a quand même un malaise, sincèrement, qui traverse le film tout entier. Et on a aussi, alors là, un inceste, on va dire, plus assumé, plus provocateur, en tout cas pour le cinéaste du film à droite, Descente aux enfers, c'est-à-dire Claude Brasseur, le père de Vic, dans Les Deux Booms, couche avec sa propre fille dans Descente aux enfers, le film que vous voyez à droite. Le tabou est brisé, l'image est cassée, Sophie Marceau est émancipée, mais l'imaginaire est un peu rance quand même. Même c'était une provocation qui amusait la production et le réalisateur Francis Giraud à l'époque. Mais voilà, en tout cas, le chemin, c'est se libérer du personnage de Vic, devenir une femme, et dans les années 80, ça veut dire ça. Bon, on peut aussi décider d'y voir des choses un peu plus positives, c'est-à-dire l'éclosion d'une femme et l'éclosion d'une star, vraiment, qui va faire le cinéma des années 80 et des années suivantes, comme on suivait, par exemple, l'évolution d'un Jean-Pierre Léaud. À tout le moins, bien que Sophie Marceau soit d'un tempérament combatif, l'histoire de cette métamorphose est aussi l'histoire de sa dénudation, au sens propre et au sens figuré. Le passage de sa nubilité à l'âge d'adulte devient le motif principal de cette tapisserie des 8 films que je viens de vous présenter. Il y a à l'intérieur de ça, on va dire, un inconscient zoulavskien. L'inconscient zoulavskien venant du réalisateur Andrei Zulawski, que je peux vous représenter là, dans le film L'amour braque, qui est assez... donc l'amour braque, comme un mot d'argot plus d'époque, qui veut dire l'amour fou, qui est une adaptation... baroque, une réadaptation de l'Idiot de Dostoïevski. Et donc elle rencontre Zulawski, qui a un grand écart d'âge également, mais ils vont devenir femmes et époux et avoir un enfant donc pendant quelques dizaines d'années. Et toute la carrière c'est un peu l'inconscient auteuriste, si vous voulez, de l'œuvre de Sophie Marceau. Il y a l'aspect populaire, il y a cet aspect des films de Zulawski, donc auteur à cette époque, notamment de chefs-d'œuvre comme L'importance est d'aimer avec Romy Schneider ou Possession avec Isabelle Adjani. Et donc ils ont 4 films ensemble jusqu'en 1999, comme L'amour braque ici, Mes nuits sont plus belles que vos jours en 88, La note bleue en 90 et La fidélité, qui est le film de la rupture, réadaptation de La princesse de Clèves, très beau film, La fidélité en 99. Et donc l'atmosphère de ces films avec Zulawski, ces atmosphères passionnelles, façonnent la part maudite de l'actrice, formant la caution auteuriste de sa filmographie. Donc l'étudiante, à ce moment de sa carrière, d'une certaine manière, vient ratifier la métamorphose de Vic en Valentine, le personnage de l'étudiante. On peut la voir comme des parents acceptent enfin de voir leur enfant comme une adulte. C'est pas vraiment une Boom 3, évidemment, toute la critique. On a souvent présenté le film, l'étudiante, comme la Boom 3. J'y reviendrai peut-être un petit peu. Ça n'est pas la Boom 3. On peut y penser. Toutes les personnes qui ont travaillé sur le film sont encore là. Mais si c'est une Boom 3, c'est une Boom 3, on va dire, plutôt figurative, à savoir la transformation d'un corps de cinéma, celui de Sophie Marceau. Si je passe à la genèse du projet plus rapidement, comment naît l'étudiante, Daniel Thompson et Claude Pinoteau travaillaient sur un projet finalement abandonné, qui était une adaptation de La bicyclette bleue de Régine Deforge. Le projet est abandonné, donc les deux complices cherchent un nouveau sujet. Et dans ses mémoires, Claude Pinoteau se souvient, je cite, « Je proposais à Daniel l'idée d'écrire une histoire d'amour racontée sous l'angle introspectif de chaque amant. Nous voulions décrire la naissance d'une passion entre 2 êtres différents, l'un pragmatique, l'autre sentimental, en observant l'évolution amoureuse des personnages. Assez vite, nous nous sommes rejoints, expliqua Daniel, sur l'envie commune de raconter une histoire d'amour en très gros plan. Traiter ce moment d'émerveillement et de fragilité de la naissance d'un amour, le cocktail folie, euphorie, angoisse du commencement d'une passion. » Donc ça, c'est dans les mémoires de Claude Pinoteau.
Et notons que ce court chapitre, le court chapitre consacré à l'étudiante dans ses mémoires s'intitule « Une agrégative fourmi, un compositeur cigale ». Donc l'agrégative, c'est la personne qui passe l'agrégation. Ici, en l'occurrence, l'agrégation de lettres classiques. Donc une agrégative fourmi, un compositeur cigale, cette référence à la fable de La Fontaine donne les deux caractères des personnages, déjà sur le papier. Et au-delà de la simple opposition art-travail que l'on peut avoir dans cette fable, c'est deux métiers et deux façons de vivre qui vont s'opposer dans le film pour le plus grand bonheur des codes de la comédie romantique que le film va contribuer à mettre en place avant donc le second âge d'or, en tout cas l'un des grands âges d'or de la rom-com américaine à partir de Quand Harry rencontre Sally l'année suivante. Le titre de travail de la première version du scénario était « Amoureux », au pluriel, donc « Amoureux ». Il est intéressant de voir le transfert du couple, le premier projet était amoureux, vers la protagoniste principale et son caractère, l'étudiante. C'est certainement dû à l'arrivée de Sophie Marceau dans le projet. Et en préambule de cette première version du scénario, Pinotto écrivait une note d'intention dans laquelle on peut lire la volonté des auteurs à travers ce récit est de faire une approche très gros plan, au sens figuré comme très souvent au sens propre, de l'évolution des sentiments, de la rencontre jusqu'à la passion amoureuse. Naissance d'un amour pourrait être le sous-titre du film, les regards, les non-dits, ce qu'on pourrait appeler les coulisses du cœur, exprimant les subtilités d'une vraie histoire d'amour moderne. Une vraie histoire d'amour moderne, avec un A majuscule. Et comme l'a déclaré à l'époque dans plusieurs interviews Daniel Thompson, d'ailleurs quand on voit la revue de presse de l'époque que j'ai pu me procurer, il y a beaucoup de papiers sur Daniel Thompson, sur l'écriture post-La Boum, sur la manière dont elle apporte sa patte à ce film-là, ce qui dit beaucoup de l'intérêt qu'on porte à son travail en 1988. Et donc comme elle le déclare dans plusieurs entretiens, ses recherches se sont d'abord tournées vers le statut des agrégatifs et des agrégatives. Ici, donc l'agrégation de lettres classiques. Et en octobre 88, elle confie à l'Express « On a rencontré beaucoup d'agrégatifs, suivi des cours à la Sorbonne, discuté avec des candidats au moment de la fameuse leçon. On a beaucoup observé le look des étudiantes. Elles n'ont pas le temps de s'en occuper et en plus, il faut que ça soit joli. » Alors cet aspect sociologique demeure aujourd'hui l'une des grandes forces du film, on va le voir. Et pour finir sur cette jeunesse du film, avant de passer au film en tant que tel, pour l'anecdote, mais c'est toujours intéressant d'avoir les films secrets qui ne se sont pas faits, avec les castings fantômes. Le premier casting envisagé et même engagé était le duo Isabelle Adjani-Christophe Lambert. Alors on imagine toujours d'autres films, mais là, quand un film est bon, et voire merveilleux, comme l'étudiante, on ne peut plus imaginer un autre casting à la place, surtout dans une comédie romantique. On l'a vu ici à travers certains cours. La première des réussites et la première des règles d'une bonne comédie romantique, c'est il faut que le couple matche à l'écran. À la ville, on s'en fiche, mais à l'écran, il faut que ça matche. Christophe Lambert, Sophie Marceau le retrouvera bien plus tard. Alors ce casting est abandonné simplement parce que Isabelle Adjani a le projet de Camille Claudel que Bruno Nuiten, son compagnon de l'époque, va réaliser. Donc elle y tient beaucoup. Le financement est enfin réuni. Donc la production a essayé de retarder le projet pour elle, mais finalement elle a quitté le projet et donc Christophe Lambert également. Et c'est à ce moment qu'on propose à Sophie Marceau d'entrer dans le projet, bien qu'elle était un peu jeune, entre guillemets, pour le rôle. Donc c'est l'une des premières indices pour dire que c'était pas du tout un projet pour faire La Boum 3. Sinon, ils auraient fait La Boum 3. Hein. Il n'y avait pas de raison de ne pas appeler ça La Boum 3. Bref. Et donc c'est Daniel Thompson, en revanche, qui va convaincre Vincent Lindon, donc qu'elle a vu dans certains films, d'intégrer le projet. Il hésite beaucoup et il finit par faire le film. Voilà, il hésite beaucoup parce que c'était un film, on va dire, populaire et qu'il avait peut-être d'autres ambitions d'acteur, mais ce film a beaucoup compté dans sa carrière. Alors avançons dans le film pour en étudier rapidement l'affiche. Et on va rentrer progressivement dans le film. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous voyez la première des choses que l'on connaît d'un film, avec sa bande-annonce parfois, c'est l'affiche. Donc le titre original était « Amoureux », mais ici on voit donc la prise de pouvoir, comme je vous disais, de la protagoniste féminine, avec cette étudiante qui nous fait face en pleine affiche, plein écran.
Et on va voir que ça rattache cela à la tradition de la comédie de caractère du théâtre du XVIIe siècle. Je reviendrai à la fin de ce cours. Ici, étudiante, l'étudiante est à la fois un statut social, j'étudie pour passer un examen universitaire, mais c'est aussi un statut moral, j'étudie pour passer un examen de conscience. Et ça va être toute la question du film. Elle va apprendre notamment à aimer. On a ici une esthétique du roman photo complètement assumée, parfaitement assumée. La typographie du titre, les corps détourés sur un fond un peu flou. On pourrait imaginer un peu un dialogue et détourner cela. Il y a beaucoup de détournements en ce moment de l'esthétique du roman photo. On en a reçu ici avec la fabrique du prince charmant. On pourrait imaginer ça ici, mais on s'est assumé, en tout cas pour cette affiche. Le look de Sophie Marceau dont on parlait tout à l'heure, le look des étudiantes, le look de Sophie Marceau surmonté du titre donc qui la désigne comme l'étudiante est parfaitement étudié, les bottes, la jupe longue, le manteau, les cheveux négligemment attachés, la sacoche de cours et dans l'autre main les copies à corriger. Donc son attitude nous fait face. Elle fonce sur nous, elle fronce un petit peu les sourcils, tandis que Vincent Lindon, lui, s'éloigne dans le fond de l'affiche, se retourne sur elle avec un sourire énamouré, si vous le voyez bien. Il la regarde, elle, qui ne le voit pas, pardon. C'est le postulat du film et de toute comédie romantique, regarder quelqu'un qui ne nous voit pas, en tout cas pas tout de suite. Contrairement à elle, qui est affairée, il semble lui se promener, comme l'indique sa veste posée négligemment sur l'épaule, une cigale et une fourmi, donc dès l'affiche. Voyons quelques images pour entrer de nouveau, pas tout à fait dans le film, mais je vais vous passer un reportage d'époque. C'est toujours bien de voir des reportages d'époque. Donc un reportage dans la station de ski de Méribel en Savoie sur le tournage du film. C'est France 3 Région, même c'était FR3 Région à l'époque Grenoble, donc dans l'émission Quartier Libre, et c'était diffusé le 9 avril 1988. Deuxième journée de tournage, depuis l'aube, ils attendent un soleil qui ne vient pas. Comme il faut faire vite, retour à Paris samedi, on s'adapte et l'on tourne à l'intérieur des télécabines, gracieusement stoppées par le personnel des remontées. 8 ans après la boum, on retrouve la même équipe, Claude Pinoteau, Daniel Thompson, Sophie Marceau, avec des nouveaux bien sûr, notamment Vincent Lindon, la vedette masculine du film. Les mêmes donc, mais pour faire autre chose, une comédie romantique où se heurtent et s'entremêlent deux univers différents. Un univers qui est un univers musical, c'est-à-dire de la composition musicale. C'est un musicien qui a son prix de Rome et qui rêve de composer de la musique de film, de faire épouser sa musique aux images d'un film. Et puis l'autre univers, qui est un univers plus universitaire, c'est-à-dire ça se passe dans le domaine de l'agrégation. Sophie Marceau est une agrégative de lettres classiques et qui rêve de son agrégation, car pour elle c'est une sorte de libération. C'est un travail qui lui permettrait de travailler 15 heures par semaine, donc d'être libérée quelque part, et c'est son but. Et c'est la rencontre de ces deux univers qui va lancer la comédie. En faisant sourire, Claude Pinoteau aborde des problèmes de fond. Le couple, le métier et les déchirements entre les deux. À 20 ans, Sophie Marceau est séduite par le rôle d'étudiante qu'elle interprète. C'est une fille qu'on veut, elle est assez... elle vient de pas grand-chose et elle veut y arriver, elle veut s'en sortir, elle n'a pas un rond. Et elle est très intelligente, elle a des choses à dire, mais c'est difficile de dire les choses quand on a 20 ans. Alors elle veut un peu se libérer de toutes les obligations, d'arriver à ce qu'elle s'est... projeter et pour ensuite exister vraiment et être quoi complètement et dire et écrire peut-être des choses, je sais pas. Méribel, c'est l'endroit où cette jeune étudiante vient se reposer pour un week-end. Elle y connaîtra le coup de foudre pour le musicien, interprété par Vincent Lindon, coup de foudre qui va bouleverser sa vie bien planifiée. Mais Méribel, c'est aussi un lieu que Pinoteau connaît bien, lui qui adore la montagne. Pas besoin de repérage, la station lui est familière. Il y a recruté une 50aine de figurants. Seul le soleil manque au rendez-vous. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de soleil, mais pour nous réchauffer les pieds, mais le cœur est chaud, alors c'est ça qui est important. Et voilà, donc le look du présentateur de l'époque atteste de la véracité de ce document. C'est toujours intéressant de voir un petit peu, voilà, c'est non pas les coulisses, mais la manière dont on présente à la presse, dont on autorise, la manière dont on veut parler, en tout cas du film en train de se faire.
Et donc déjà, le fait qu'il y ait un reportage sur ce film prouve, ce n'est plus à prouver, mais la popularité d'un projet avec l'équipe, la même équipe que celle de la Boom 8 ans après. Et la voix du commentaire qui nous parle donc de cette deuxième journée de tournage depuis l'Aube. Ils attendent, je ne sais pas pourquoi, je vais pas vous refaire le commentaire d'ailleurs, je ne vais pas vous faire une analyse de tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, c'est un peu pas encore les éléments de langage, mais la manière dont on présente le projet, une même équipe, mais pour faire autre chose. Donc on sent que voilà, c'est un peu le message que l'on veut faire passer. Autre chose, c'est quoi une comédie romantique où se heurtent et s'entremêlent deux univers différents, dit-on. Le terme de comédie romantique est lâché. Il n'est pas si fréquent à l'époque, mais en tout cas, dès le début, on affiche vraiment le fait que c'est bien une comédie romantique et pas simplement une comédie sentimentale ou une romance, que sais-je. Pinotto, on le voit complète, et là, ça nous aide à avancer. Donc, c'est deux univers qui s'opposent, donc un univers musical et un univers universitaire. C'est la rencontre de ces deux univers qui va lancer la comédie pour lui. Il y a évidemment des problèmes de fond, parce que c'est un reportage. Donc les problèmes de fond, c'est le couple, les métiers et le déchirement entre les deux. Mais tout est dit, en fait, je n'ai pas besoin de vous en dire plus de mon côté. Et Sophie Marceau le confirme, c'est aussi l'histoire d'une libération, quand elle intervient ici, l'histoire d'une libération de son personnage, de Valentine, mais pour ensuite exister vraiment. Mais c'est aussi, entre la Boom et ce film, c'est aussi pour Sophie Marceau une manière de se libérer de Vic, le personnage, pour exister vraiment. La voix off parle d'un coup de foudre que l'étudiante va connaître pour le musicien incarné par Vincent Lindon. Or, c'est tout l'inverse qui va se produire. Je rectifie tout de même, mais c'est assez amusant, comme on a envie peut-être que ce soit la femme qui tombe amoureuse ou qui est le coup de foudre. Non, c'est l'inverse qui se produit. Ce lapsus ou cette imprécision prouve par l'absurde peut-être que les habitudes du masculin et du féminin vont être un peu changées par la suite. Bref, le décor est planté, on est bien dans une rom-com, une comédie romantique, deux énergies actorales différentes, deux élans vitaux contradictoires, deux emplois du temps au sens propre et au sens figuré. Nous allons le voir. On va passer au premier extrait du film, qui est quasiment la séquence d'ouverture, et on va voir que le coup de foudre n'est pas pour Sophie Marceau quand le film commence. Avant de voir cet extrait, donc il y a une forme de pré-générique. On est encore dans le pré-générique quand l'extrait va commencer, mais les premières images avant ce que vous allez voir, c'est simplement on voit un homme en monoski et en caméra subjective. Donc on va comprendre qu'il s'agit finir par voir qu'il s'agit de Vincent Lindon. Il chute, bon bref, on est dans les bronzés fonds du ski quasiment. Il arrive trop tard pour prendre la même télécabine que son groupe d'amis, et donc ils vont se retrouver en haut de la piste, et il va prendre cette télécabine que l'on va voir ici. Vous en voulez un peu? Votre rouge à lèvres, là, sur le caramel et le chocolat, c'est très, très écœurant.
mais alors qu'est-ce que ça veut dire la culture jeune? Hein? Les phrases clés en main comme ça, c'est nul. C'est comme je sais pas son créateur. Écoute, le dernier des pubards, le dernier des stylistes du prêt-à-porter sont des héritiers de Flaubert et Joyce. Non, mais je rêve. Mais non, mais je rêve. D'accord. Alors, monojambiste, tu couilles? Fais les marmottes. On se regroupe, on se rassemble, par ici. Voilà, donc quelle catastrophe ce mec. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, nous sommes très nombreux à nous être identifiés à Vincent Lindon dans cette séquence. Donc il nous a fait du bien. On est presque en présence de Jean-Claude Duss, là, le héros. Donc ça, c'est pour Michel Blanc. Voilà, enfin, c'est une catastrophe totale, hein, vous l'avez compris. Mais comme dans tous les bons films, la séquence d'ouverture, en tout cas le générique ici, peut être déplié comme un millefeuille et déjà tout nous dire du film et nous indiquer tous les chemins que le film va suivre. Et c'est le cas ici. Donc je vais passer un peu de temps, en tout cas, sur cette première séquence. Qui travaille tous les clichés de la comédie romantique et du coup de foudre, et on y va à fond, vraiment, on n'a peur de rien, et ça va poser les bases esthétiques de la rencontre amoureuse, etc., etc. Donc je vais vous détailler un petit peu ça, et on voit tout de suite l'opposition dont on parlait tout à l'heure, là, qui est l'enjeu de la comédie romantique, l'opposition des caractères, des deux caractères. Le caractère des deux protagonistes est déjà clair dans cette séquence quasi muette. Hein, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a de la musique, mais pas beaucoup de dialogue. Tout les oppose absolument. Le jeu des acteurs déjà, alors il faudrait tout redétailler, mais le jet de regard est absolument formidable de ce personnage de Vincent Lindon qui est plutôt comme une espèce de chien perdu, on ne sait pas trop où il est, ce qu'il fait, etc. Les yeux de Vincent Lindon sont très intéressants et ce que fait Sophie Marceau derrière le masque est d'autant plus hilarant. Donc il y a un burlesque d'un côté, enfin vous voyez tous les gags qui peuvent lui arriver, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Le burlesque qui contraste avec le glamour de l'autre côté. Le rose à lèvres fait de lui quasiment un clown, un clown d'opérette. Tout s'oppose, le corps, les gestes, donc la maladresse totale d'un côté et le total contrôle de l'autre. Les vêtements, le débraillé, le trempé, le sale pour lui, la protection intégrale pour elle, avec rien qui dépasse. L'une se cache, se rétracte, l'autre s'expose, se donne, et donne même à manger un lion. Alors, je ne sais pas si les lions existent encore, mais bon, voilà. C'était une très bonne barre chocolatée. Ça existe encore, je pense, oui. Un lion avec du rose à lèvres. Enfin, bon, bref, c'est très bon. Donc il y a toujours ce même rapport, en tout cas une inégalité quasiment entre les deux, entre celle qui est trop habillée et celui qui est toujours trop à nu. Et ça sera vraiment le cas dans tout le film, jusqu'à leur première nuit d'amour, enfin juste avant, en tout cas si vous vous souvenez, lui qui attend Sophie Marceau en caleçon avec ses 2 verres de vin chaud comme ça, complètement en caleçon, elle qui sort de la salle de bain ayant décidé finalement de quitter cet appartement, enfin voilà, ça le fait pas, et elle est toute habillée, etc. Et on voit cette image d'un homme nu, enfin en caleçon, face à elle, toujours habillé, apprêté, voilà. Donc c'est vraiment l'opposition esthétique de ces deux corps qui se trouve dans tout le film. Donc lui, par ailleurs, est en monoski, donc un seul ski, et elle fait du ski. Il n'a rien pour plaire, elle a tout pour lui déplaire, donc ils sont faits l'un pour l'autre, nous dit le film. Il y a déjà une opposition des caractères, donc qui est exprimée par tous ses corps, ses gestes, ses vêtements, ses skis, et voilà. On a aussi un travail dans cette séquence de l'apparition de la star. Voilà, comment apparaît une star ? C'est presque un passage obligé pour fabriquer une star. En tout cas, il faut travailler son apparition dans le film. On peut appeler ça, j'appelle ça le suspense épiphanique, comment on va attendre que la star arrive. Dans un tout autre univers, par exemple, revoyez les 3
premier western de Clint Eastwood avec Sergio Leone, la manière dont on dilate l'apparition progressive de la star jusqu'au visage et au regard de Clint Eastwood, pour le tirer naturellement vers l'icône et le mythe, c'est vraiment un peu ce principe-là. Comment va apparaître la star ? Donc ici, Sophie Marceau, hein, c'est la star du film. Donc les répertoires de jeux sont différents dans cette séquence, mais complémentaires. Donc, j'ai parlé des séquences muettes avec le jeu de regard. On imagine donc Lindon comme un petit chien qui fait une bêtise et qui regarde en coin comme si on ne l'avait pas vu. J'avais un chien comme ça, enfin, qui faisait une bêtise et qui pensait que quand il avait ses yeux et qu'il ne nous voyait pas, il était caché. Vous voyez, enfin, ça le fait souvent. Vous voyez, je suis caché, vous me voyez. Enfin bon, bref, je l'ai mal décrit, mais c'est voilà. Donc il y a un petit effet comme ça chez Vincent Lindon. S'il ne la regarde pas, peut-être elle ne va pas le voir. Donc il fait une bêtise, il regarde en coin, et Marceau, qui est complètement génial dans son jeu de regard, derrière ses lunettes, elle lève les yeux au ciel, exaspérée, saoulée par cet humain approximatif. Et donc on a les premiers mots, quand même, vous en voulez un peu. Votre rouge à lèvres, là, sur le caramel et le chocolat, c'est très, très écœurant. J'adore la manière dont elle dit le très, très écœurant. Lindon est comme un enfant, il est complètement désarçonné, vexé, surtout. Ce qui se dit aussi à travers ces premières lignes de dialogue, par ce geste de tendre un lion comme ça. Vous en voulez un peu, en gros, ça va être aussi, est-ce que vous voulez de moi ? Vous voulez de moi ? Non, je vous trouve écœurant, en fait. Enfin, vous me donnez des hauts le cœur, vous n'aurez pas mon cœur. Vraiment, c'est... Donc l'autorité, on va dire, est du côté de Sophie Marceau, là, vraiment dès cette première séquence. Dans ce regard foudroyé, le coup de foudre est du côté de Vincent Lindon, dans ce regard foudroyé qui va la déifier complètement, elle est sur l'Olympe, littéralement. Il va falloir à Lindon, alors je vais faire un jeu de mots, bien des efforts pour remonter la pente, évidemment, ce qu'ils sont en train de faire. Donc on a tous les marqueurs de l'époque, hein, le Walkman. Pour ceux qui ont moins de 40 ans, donc c'est un objet dans lequel on mettait un autre objet, une cassette avec une bande, et on pouvait écouter de la musique à l'intérieur. Il y a encore maintenant des choses comme ça, mais c'était assez génial. Mais aujourd'hui, on peut encore le faire dans le métro ou ailleurs. On se met de la musique, on se crée des films, quoi. On se crée sa propre bande-son. On se crée des films dans la tête en ajoutant une musique rien que pour soi, pour ajouter cette musique au monde extérieur. Et donc Vincent Lindon est un compositeur par ailleurs dans le film, et c'est comme si dès cette première séquence, il composait la musique de son propre film avec cette chanson. Le film que Ned, son personnage, va se faire, c'est celui que l'on va voir pendant 1h40 ensuite, 1 heure un peu plus. Mais c'est pas tout à fait le film qu'il imaginait qu'il va se dérouler. On voit déjà plusieurs régimes d'images, dont celui du clip, le clip vidéo tout simplement, avec cette musique qui surgit. Ici, on fournit et le tube et le clip. La comédie romantique est un genre populaire, donc elle s'associe à un autre genre populaire, la chanson de variété. Ici, c'est Caroline Kruger qui chante la composition de Vladimir Cosma, mais on se souvient évidemment dans La Boom et La Boom 2, donc du reality chanté par Richard Sanderson pour La Boom, ou Your Eyes de Cook Da Books, composé également par Vladimir Cosma. Là aussi, les 45 tours ont bien tourné. J'avais ce 45 tours également. Et cet effet du Walkman nous rappelle, alors pour que vous ayez aussi des images et que je ne sois pas comme ça à parler tout le temps, ça nous rappelle une petite séquence, ça vous a peut-être fait un petit écho, une petite séquence de La Boom quand même, qu'on puisse voir un peu une petite image de La Boom. Are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. Voilà, Dreams are my reality. Enfin, c'est aussi la chanson que pourrait se chanter
Vincent Lindon dans ce film. Donc ici, les rôles sont inversés. Hein. C'est Sophie Marceau qui entre dans sa bulle. C'est aussi intéressant de noter que les 2 premiers tubes sont chantés par des hommes, et ici, dans L'étudiante, c'est une femme qui chante cette chanson. Donc, et on voit tout de suite le Walkman, et la chanson que l'on balance dès le générique ici. C'est pour aussi s'isoler du monde complètement. Et le philosophe Emmanuel Levinas parlait justement en ces termes de ce que c'est que d'être des amants. Il parlait de la non-socialité de la société des amoureux. Être amoureux, c'est être dans une solitude à 2, une société close, et, disait-il, un non-public par excellence, les choses qui ne sont pas publiques et qui ne doivent pas l'être. Et c'est ça, cet effet un peu de se mettre dans cette bulle, et c'est tout l'enjeu de la comédie romantique, à savoir comment construire et comment se construire une cabane au milieu de l'apocalypse. Et c'est quand Vincent Lindon se bouche les oreilles ici, c'est à ce moment précis, évidemment, que son œil va écouter et va voir Sophie Marceau, comme s'il reconnaissait comme nous la star, Sophie Marceau, qui apparaît d'un seul coup devant lui. Et ça va déclencher le dévoilement, l'apparition de Valentine. Et il y a donc cette idée alors c'est l'une des plus formidables, je trouve, séquences d'ouverture, enfin je vais arrêter de dire formidable, vous l'aurez compris, mais c'est cette idée géniale du striptease d'hiver, on va dire, du striptease en hiver, un striptease spécial de Sophie Marceau, puisqu'il ne dénude pas, il ne démasque pas réellement, même si elle enlève son masque, il fait apparaître le visage. Le visage, à savoir le lieu qui expose tout individu, autant qu'il va l'éloigner de nous. Enfin, c'est toujours l'énigme, un visage. Hein. Enfin, je veux dire, ça nous transparaît des émotions, ça peut mentir, ça peut grimacer, ça peut se fermer. C'est toute l'humanité qu'il y a dans un visage, mais voilà, ça reste inatteignable malgré la proximité. Et Lévinas, pour revenir encore à lui, parlait du visage. Il disait l'épiphanie du visage comme visage ouvre l'humanité. Donc cet effet d'épiphanie, on l'a vraiment complètement là dans ce coup de foudre. Le visage de l'autre, c'est la franchise même de son être qui apparaît à moi. C'est son irrépressible nudité. Et l'expression du visage, c'est le secret d'un monde intérieur auquel l'autre n'a pas accès, n'a pas directement accès. Mais ce visage se présente comme le signe, dit encore Lévinas, d'une nouvelle région à comprendre ou apprendre. Une nouvelle région à comprendre ou apprendre, c'est l'épreuve même de la rencontre amoureuse. Et je ne vais pas faire que citer des auteurs, mais sur ce thème-là, on pourrait justement citer tous les poètes, tous les philosophes pour dire ce qu'est la rencontre amoureuse et ce qu'est cette séquence même dans un film populaire comme celui-ci. Et Roland Barthes, dans ses mythologies, parlait du striptease, justement. Et il en parlait de manière paradoxale, comme le striptease est plutôt une conjuration de la sexualité, et c'est pas du tout quelque chose qui invite à la sexualité. Il y a une contradiction, ça désexualise le corps, dit-il, dans le moment même où il se dénude. J'ai du mal à le dire. Dans le moment même où il se dénude. Le striptease, dit-il, est un spectacle de la peur. Un spectacle de la peur, ou plutôt du « fais-moi peur », comme si l'érotisme restait ici une sorte de terreur délicieuse. Et donc, dans le contexte plus trivial de la comédie romantique, il y a comme une résurgence du sacré, une érotique de la sainteté, une sanctification de la chair, si vous voulez. C'est l'effroi du beau, comme l'ont traité bien des philosophes également, depuis Platon. L'effroi du beau provoqué par la soudaine et terrible proximité d'une existence plus forte que nous. Ça, c'est ce que disait Rilke dans ses poèmes pour décrire un ange qui apparaît. Donc Lindon, lui, est un spectateur ici complètement terrifié, quasiment. On voit ses réactions. La rencontre amoureuse est toujours une catastrophe, toujours. Tout se brise, mais tout va se recomposer. Et le coup de foudre arrête le temps, là, littéralement, hein, stoppe les machines, grave une image dans la mémoire et que seule la mémoire va pouvoir recomposer par la suite. On n'a jamais si bien et si littéralement filmé un instant suspendu. Plusieurs imaginaires, je le disais, en parlant du vidéoclip et du roman photo, donc plusieurs imaginaires, plusieurs types d'imagerie sont convoqués, plusieurs régimes d'images qui créent une connivence avec le spectateur dès cette première séquence. Et on flirte avec le détournement, pratiquement parfois avec le kitsch, mais tout est assumé, c'est ce qu'il y a de très beau. L'état amoureux est d'ailleurs souvent proche de la bêtise, du gnangnan et du gaga. On l'a tous vécu, enfin toutes vécu, je l'espère pour vous en tout cas. On est souvent proche de cet état de bêtise, voilà, de kitsch.
kitsch quand on se sent amoureux. Et on est ici, dans cette séquence, sur le fil vraiment du comique et du romantique. On est vraiment dans la comédie romantique. On passe du comique pur, du burlesque, à quelque chose qui va devenir un peu plus romantique. Ce qui fait de l'étudiante un chef-d'œuvre et une matrice du genre. Donc j'ai déjà parlé du clip et du vidéoclip. En 88, on est en plein dedans, dans l'âge d'or du clip. On a aussi l'imaginaire du cabaret, avec le striptease que je vous décrivais. On a le passé du personnage de Marceau dans La Boum, qui est convoqué également, notamment avec cette petit détournement citation du Walkman. Donc il y a une forme de souvenance de la romance précédente des films de Sophie Marceau, notamment dans La Boum, et c'est ce qu'il y a de très fort dans les acteurs. Et quand on étudie les acteurs, ils arrivent, les stars, avec l'histoire des films et la mémoire des films qui précèdent, et c'est ça que vont travailler Daniel Thompson et Claude Pinoteau dans L'étudiante. Il y a, je le disais, une imagerie de la comédie de ski. On pense alors d'un côté du côté américain, et c'est pour citer Blake Edwards, qui est lui dans son œuvre la plupart de ses films sont vraiment des jalons dans l'histoire de la comédie romantique. Blake Edwards donc et La Panthère Rose, on revoit un petit peu le début avec Peter Sellers et le striptease de Peter Sellers dans ce film-là. Mais pour ce qui est de la comédie de ski, j'ai cité Les Bronzés font du ski évidemment, qui nous vient en tête, ou encore La femme de mon pote de Blier à cette époque, ou des films où il y a toujours question de circulation du désir qui va réchauffer le corps et les esprits. Le roman photo aussi, donc le très gros plan, comme on le voit ici, avec le filtre un peu là, qui nimbe le visage de Sophie Marceau et qui le décrit. On voit même une rime entre les deux bouches des comédiens, l'une qui appelle le baiser et l'autre qui le repousse littéralement avec son rouge à lèvres qu'il essaye d'enlever une fois qu'apparaît le visage de Sophie Marceau. Il y a aussi l'imaginaire de la sitcom qui est souvent cité dans la presse de l'époque, mais plutôt pour dénigrer le film. Et c'est vrai que la presse convoque toutes ces références, donc je le disais, pour mal parler du film. C'est pas forcément un film qui a eu beaucoup de succès auprès de la presse et de la critique à l'époque. Télérama parlait d'un roman photo pour ratisser les spectateurs de La Boum, où le Quotidien de Paris évoque, lui, une héroïne à l'américaine qui est une étudiante de BD, tout ça étant péjoratif sous leur plume. Mais au contraire, le roman photo, la BD, c'est tout ce qui devient très positif, je trouve, aujourd'hui, et à nos yeux, on voit le film. On a aussi le cartoon, on va dire, avec ce Vincent Lindon qui est comme un loup de Tex Avery, ou plutôt un chien complètement désœuvré et terrassé. Hein. Et lui, il est sous le choc, littéralement, mais on voit quand même dans les yeux qu'il se passe beaucoup de choses. Et donc le ralentissement du temps lié au coup de foudre, c'est avec la chanson qui d'un seul coup, la chanson souvent de variété qui surgit, ça va devenir, et c'est déjà un cliché de rom-com et de comédie romantique. Si bien que pas mal de chefs-d'œuvre de la pop culture par la suite vont détourner cet effet de style, et j'en ai choisi un petit qui va peut-être vous surprendre, mais voilà, c'est juste pour avoir une petite image très rapide et nous faire un peu plaisir. Everyone. Oh my. Hi, Dad. I just died of your arms tonight. Mr. Wayne, Should I get experimental surgery to make my eyes larger and more vulnerable looking? Do that. Bon, là aussi, donc c'est The Lego Batman Movie, qui est chef-d'œuvre de la pop culture, hein, vraiment. Hein. Enfin, c'est aussi par les mêmes producteurs qui ont pu faire donc le premier film Lego et ensuite les Spider-Man dans Metaverse, etc. J'ai plus les titres exactement en tête, mais voilà. Enfin, et donc là, on a systématiquement cette chanson qui arrive au moment où il croise cette femme. Donc c'est Bruce Wayne, vous l'aurez peut-être reconnu, qui rencontre Barbara Gordon dans le film. Donc c'est un effet, voilà, qu'on va voir très souvent. Et je voulais juste pour le pur plaisir vous présenter celui-ci. Et d'autres régimes d'images dans cette séquence, quasiment on peut aller jusqu'à penser à la peinture chrétienne et à la gloire qu'il y a pour désigner la sainteté de certains personnages. La gloire, on appelle de ce mot l'ornement entourant la tête ou le corps d'un personnage saint, composé souvent de rayons lumineux. Donc on a quelque chose comme ça qui arrive, qui nous dit la sainteté de cette déesse aux yeux de Lindon. Donc cette séquence par ailleurs déclenche le générique du film. On l'a vu avec les noms qui disparaissent avec les
téléphérique, quelle grande idée. Donc ça déclenche littéralement la fiction. Cela noue précisément le pacte générique, c'est-à-dire le pacte avec le genre de la rom-com. Et le cliché, et tous ces clichés que l'on voit dans cette séquence rassurent et assurent qu'on a affaire à une comédie romantique. Donc dans cette séquence, il est difficile encore une fois de ne pas évoquer la si fameuse cristallisation décrite par Stendhal dans son essai De l'amour, où il parle de la cristallisation comme d'une opération de l'esprit qui va, je cite, une opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. C'est-à-dire c'est une pure idéalisation, on prête des qualités à ce qui n'en a peut-être pas ou pas vraiment. Ici, donc, on a littéralement, en termes techniques, une focalisation. La focalisation est une cristallisation ici, c'est-à-dire une idéalisation. Et c'est littéralement transformer l'autre, et c'est ce que fait, là on est du point de vue de Vincent Lindon dans la séquence, c'est transformer l'autre en image. La faire entrer en l'occurrence dans un devenir image. Et on rencontre d'abord une image, et le coup de foudre, ce n'est que ça, en fait. Et comme le rappelle Roland Barthes également dans son discours sur fragment d'un discours amoureux, pardon, j'avais inversé les choses. Le coup de foudre, littéralement, c'est une hypnose. Je suis fasciné d'abord par une image. Et après, d'ailleurs, ce qui est amusant dans le livre, c'est que Barthes prend l'exemple d'une poule qu'on pouvait hypnotiser et d'un seul coup lui montrer quelque chose et elle commence à repicorer, à battre des ailes. Plus qu'un chien, c'est presque à une poule que ressemble Vincent Lindon, je trouve, dans le film. Bref. Donc Ned, le personnage, comme tout amoureux, va passer tout le film à essayer de retrouver cette image parfaite et primitive de la télécabine, et pour raccorder la bande originale de cette musique à l'image qu'il a vue. Il veut refaire la bande-son et lier cette bande-son à l'image du film qui va suivre. Or, il faudra plutôt accepter que cette image puisse s'incarner dans quelqu'un, accepter que cette image puisse parler, que cette image puisse penser, qu'elle puisse exister en dehors de son propre regard et de la dictature de son propre regard. Donc on vogue ici entre ridicule et beauté, grotesque et religiosité, mais il y a beaucoup de choses qui passent quand même. Et pour conclure sur cette séquence, je dirais que le film assume complètement ce devenir image de l'autre, ce retour au roman photo, littéralement, dont il utilise un petit peu les codes, avec le plan final. Donc désolé, je vais vous montrer le plan final, mais il n'y a pas de grande révélation. Ce plan final ici, où on se retrouve, on est dans la cour de la Sorbonne, et l'image se fige, et là vous voyez même apparaître très légèrement en bas à gauche le générique qui va dérouler sur cette image figée. Et donc l'image arrêtée, c'est le retour littéralement à ce roman photo. Et quand s'arrête la comédie romantique, dans la vraie vie, les ennuis commencent. Enfin, ça, on l'a tout dit, hein. Le film s'arrête ici, mais après, les ennuis probablement commencent. Et les ennuis, là, c'est plutôt peut-être le cinéma de Bergman ou le cinéma de Zulawski qui prend en charge cette après-rencontre. Mais que se dit-il ici ? C'est le secret du film, on ne le saura jamais. Peut-être se dit-il « je t'aime » l'un l'autre, car c'est, j'ai observé un film, peut-être je fais une erreur, mais je crois que je l'ai vu à cette fois, c'est un film qui ne dit jamais « je t'aime ». Plutôt, c'est un film qui dit tout le temps « je t'aime », mais entre les lignes, entre les images. Mais ces personnages, eux, n'auront jamais l'impudeur, jamais la bêtise, jamais l'obscénité de prononcer ces mots dans le film. Pardon ? Ils le disent « je t'aime » ? Ah, il faudra que je revoie alors. Alors ça marche pas, ce que je viens de vous dire, mais en tout cas, je suis déçu qu'ils se disent « je t'aime », pourtant je l'ai revu. Oui, alors après, je sais, il le dit sans le dire, il le dit, voilà, parce que le problème, c'est quand on dit « je t'aime » une première fois, oui, ah, parce que je t'aime, voilà. Oui, c'est pas un... Oui, bon, alors dans ma version, moi, dans mon souvenir, dans ma version, ils ne le disent pas, en tout cas. Mais en tout cas, on n'est pas dans des effusions de déclarations, enfin... voilà, en tout cas de sa part, je reparlerai d'une autre déclaration peut-être qui est dans le film, mais on n'insiste pas, quoi, en tout cas sur ces effusions trop. Et cette langue amoureuse, ces langues différentes qui se touchent vont devenir un French kiss, et c'est l'une des autres qualités du film que ce travail sur les registres de parole, que ce travail sur le discours amoureux. Et je vous passe une autre séquence qui est pas loin après. Voilà, donc je vais passer des séquences du début du film, en tout cas, et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit.
décidément, c'est... Pardon? Non, évidemment, sans le rouge à lèvres, vous me reconnaissez pas? Ah oui. C'est bien ce que vous lisez? La question se pose plus. Pardon. Vous descendez où? Pont-Neuf. Et vous? Moi aussi. Ah, vous habitez là? Non, j'habite dans le 9e, mais enfin, je prends un taxi, c'est pas grave. Vous m'avez suivi? Chercher, oui. Parce que enfin, depuis quand on s'est rencontrés dans les... Alors évidemment, ça m'a... Parce que je trouve ça bizarre, des rencontres dans un... Enfin, ça a quelque chose de... Ça vous arrive de finir une phrase? Pas dernièrement, non. Ah. Mais alors donc je me suis dit, enfin, même si c'est mal barré, c'est vrai que... Enfin, parce que avec mon rouge à lèvres et puis... Et alors là, il s'est passé un truc. Et je me suis dit, si tu laisses passer ça, ma vieille, c'est ceinture jusqu'au concours. Et alors? Bon, c'est facile, toi, Frédéric. Moi, je te signale que ça fait 8 mois depuis Jean-Pierre. Chut. Avoue ta gueule, hein. Une des répliques les plus géniales du film. Bon, il pourrait faire un peu peur aussi, hein, ce Vincent Lindon, enfin, de la manière dont... Mais bon, il est génial. En tout cas, dans le film, il est absolument génial. Les deux acteurs fonctionnent très bien ensemble. Pour la petite histoire, il y avait eu sur le tournage, en tout cas, un petit moment, non pas de tension, mais où l'un et l'autre pensaient que Claude Pinoteau, le réalisateur, donnait trop d'importance à l'une ou l'autre, etc. Donc, à un moment, Sophie Marceau ne s'est pas présentée sur telle scène. Vincent Lindon avait les mêmes réflexions. Et ensuite, quand ils ont vu les images, ils ont pu comprendre que l'une et l'autre étaient absolument merveilleux en tant que couple en devenir, en tout cas, dans le film. Donc le génie du film, c'est aussi un génie de la langue, comme on le voit ici, qui met parfaitement en scène les différents registres de paroles pour qu'enfin les langues se touchent. Il faut passer du discours amoureux, qui serait le discours amoureux, c'est le soliloque intérieur et décousu, au dialogue amoureux, apprendre à comprendre l'autre, qui est tout entier une langue étrangère. Ici, nous avons deux lignes suivies par chacun des personnages, deux lignes qui vont s'opposer. On a d'un côté, on l'a vu, la parole inachevée, les phrases qu'on ne finit pas. C'est aussi, on pourrait le comparer pour un musicien à la phrase musicale. Hein. Dans tout le film, il y a une musique que le personnage de Ned doit terminer, et auquel d'ailleurs Valentine ne s'intéresse pas, et c'est ce qu'il va lui reprocher. Mais il doit terminer aussi sa phrase musicale. Il doit mixer, et c'est ce qui le tourmente aussi par ailleurs dans le film. Et de l'autre ligne, c'est le personnage de Valentine. C'est une ligne plus livresque, on le voit, plus universitaire, quand ce sont les phrases des autres, quand ce sont les autres qui commencent ces phrases et qui les finissent peut-être, parce qu'elle cite beaucoup d'auteurs en tout cas. Ces deux voix et ces deux voix, dans toutes les orthographes possibles, vont devoir s'accorder, comme dans toute comédie romantique. Et Valentine, l'agrégative de l'être classique, se protège littéralement derrière les livres. À tel point que dans la séquence qu'on vient de voir ici, c'est le livre qui parle à sa place à un moment. Je veux dire, elle montre la couverture du Misanthrope. Est-ce que c'est bien ce que vous lisez? La question ne se pose plus. Donc, même pas besoin de dire, on montre le livre qui parle lui-même. Elle est encore dans sa combinaison de ski, si vous voulez, tout au long du film. Ici, c'est une combinaison plus sociale. Ce sont les mots des autres qui vont la protéger. Hein, l'écharpe, le bonnet, les gants, tout ce que vous voulez, ça va être le mot des autres. Ned, le musicien, ou le musicien aussi, pourquoi pas, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, cherche le bon tempo, la bonne mélodie, comment lui parler, la bonne phrase. Il semble toujours perdu au milieu de ces mots éparpillés autour de lui, comme s'il les avait fait tomber comme un sac de billes, il ne sait pas quel mot prendre, et puis voilà. Mais il va apprendre. Donc on a ici deux langues étrangères l'une à l'autre, une langue structurée et une langue inachevée, un livre et un brouillon, si vous voulez. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant dans le jeu, notamment de Sophie Marceau, à plusieurs reprises dans le film, c'est que quand Valentine écoute Ned, elle essaye de décoder ce qu'il peut bien vouloir dire, comme s'il était dans une... Enfin, voilà. Et j'ai quelques gifs qui apparaissent ici. On est dans deux séquences différentes. Donc, à gauche, on vient de le voir. À droite,
nous sommes avant la première nuit d'amour, mais elle essaye de comprendre, mais qu'est-ce qu'il peut, dans quelle langue parle-t-il, qu'est-ce qu'il dit, et ses haussements de sourcils, son regard, voilà, comme s'il y avait presque une contamination, hein. Elle a presque parfois un air ahuri, comme lui-même pouvait en avoir un dans la première séquence. Bref, donc on est vraiment dans essayer d'écouter l'autre et essayer de comprendre ce qu'il peut bien vouloir dire, dans tous les sens du terme. Et à un moment, dans la séquence que l'on vient de voir, elle déchausse ses lunettes pour lui parler. Et on a ici, parce que c'est un tel bonheur de voir des gifs, ce jeu avec les lunettes va être tout au long du film assez à la fois schématique et intéressant. Les lunettes sont là pour lire. Vraiment, pour lire les notes, pour lire les livres. Les lunettes, c'est pour déchiffrer, décoder l'autre, peut-être, lire en lui comme dans un livre. Quand on dit lire dans l'autre comme dans un livre, c'est dans la sagesse populaire pour dire qu'il est complètement transparent, etc. Alors que ça devrait être l'inverse. Hein. Lire et décoder les caractères d'un livre, ce n'est pas si facile. En tout cas, c'est pas si facile pour Valentine. Et son jeu de lunettes, qui une fois chaussées, lise et cache son visage d'une certaine manière, une fois déchaussées, voit vraiment, sont assez intéressants, rappellent le masque de la première séquence. Et c'est vraiment l'objet qui va la rattacher à sa vie livresque et qui va la protéger. Et dans la première séquence du restaurant, là, elle le regarde finalement à travers ses lunettes, mais elle va rien voir littéralement. Il faudra systématiquement, dans la leçon finale, on voit le début ici en bas, donc la grande leçon finale, elle déchaussera ses lunettes, et ça sera systématiquement ce moment où elle lit les notes, ou le moment où elle le dit par cœur et avec le cœur, où il y aura cette contamination de la vie privée et de ses propres émotions, comme elle le dit, au milieu d'un exposé didactique. Donc il y a toujours un jeu très intéressant avec ça. Et évidemment, les lunettes, à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu peut-être quelque chose d'assez, un accessoire de mode assez stylisé. On en voit des lunettes comme ça. C'est pour ça que je pense que même, je veux dire, le film passe encore très bien pour ça. Mais à l'époque, c'est pour dire intellectuel égale lunettes. Voilà, enfin, on ne va pas avoir plus loin. Les lunettes comme accessoire de la femme intelligente ou de la femme intello, il y en a tellement dans l'histoire du cinéma, et on prendra la plus peut-être célèbre avec Marilyn Monroe dans Comment épouser un millionnaire, où pour rendre Marilyn Monroe intelligente, il faut évidemment lui mettre des lunettes. Comme si on avait besoin d'une prothèse pour paraître intelligente et même pour être capable de penser. En tout cas, c'est tout ce qui traverse cet objet des lunettes. Et dans cette séquence du métro, surgit aussi comme une voix, une pensée intérieure, dont on va s'apercevoir qu'elle n'est pas une pensée intérieure, puisqu'on va voir en réalité que c'est la conversation à la bibliothèque qui surgit avec le montage, donc avec le cultissime « Au vous, ta gueule », qui dit tout en plus de la tension qui existe entre la langue policée, au vous, et la langue complètement qui va se libérer, au vous, ta gueule. Donc, mais cette voix de sa propre conscience reviendra plusieurs fois dans le film, mais vraiment comme une voix intérieure. Elle reviendra à plusieurs reprises comme une réelle voix intérieure qui commente pour nous ses pensées. Quand il la ramène, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il me ramène chez moi, alors qu'elle aimerait qu'il la ramène peut-être après le restaurant ailleurs que chez elle, pardon. Il y a plusieurs fois comme ça où on a cette voix de Sophie Marceau qui commente ses propres pensées. Et là, on est un peu dans le Virginia Woolf pour les nuls, avec ses flux de confiance comme voix off. C'est un autre registre de sa langue, mais elle se retient de trop parler, toujours. Quand lui essaye, lui, de prouver qu'il peut finir, lui, ses phrases, comme dans une autre séquence culte que je ne vais pas vous montrer, une séquence du restaurant dans laquelle il récite à toute vitesse, ce que j'aurais dû faire avant de venir, un exercice d'orthophonie. Donc Coco, le concasseur de cacao, courtisé Kiki, la cocotte, et il le fait très vite, etc. Je ne vais pas vous le faire. Mais c'est pour prouver, il lui dit que voilà, c'est pour prouver que je peux aussi terminer mes phrases. Et il va le faire donc lors du premier rendez-vous. J'ai le temps de vous passer quand même, parce qu'il faut qu'on voit des images, un petit extrait de ce premier rendez-vous. Je vous apporte la carte. Merci. Ça va, t'as faim? Oui. Enfin, non, pas tellement. C'est qui, Nicolas? Mon ex-enfant, le fils de mon ex-femme. Enfin, de mon ex. Marié? Séparé. Le grand jeu. C'est quoi le grand jeu? Le Mézé, c'est un assortiment... On vous fait confiance. Merci, monsieur.
Hein? Alors, la c'est grecque, ça se passe quand? En Un peu avril. partout. Bon, bah... L'écrit en avril et l'oral en juin. Je vous conseille l'Arak, notre boisson Très bien, nationale. ça. Très bien. Hein, ça? Oui. J'adore Tom Waits. Tu connais Tom Waits? Phil Collins, Keith Jarrett, Coltrane. Ah bon? Mais je suis très sélective, hein. Pour le cinéma, c'est pareil. Je suis obligée, j'ai pas le temps. J'ai si peu de temps, j'ai le temps de rien. Rien. Si, l'essentiel. Le mévé, ça c'est très fort. Et ça? Ça c'est fatouche, très relevé. Ça, c'est quoi? C'est de la cervelle en salade. Et ça, c'est des pâtes. Ah non, c'est la moelle épinière de mouton, très bon. Vous allez vous régaler. Allez, bon appétit, messieurs, dames. Et toi, l'essentiel, tu sais ce que c'est? Sporadiquement, oui. C'est comme ça qu'on procède, non? Par tranche de vie, d'envie. Pour moi, en ce moment, l'essentiel, C'est la Greg. Pas ce soir, non. L'Arak, très doux à la nuit. Merci. Voilà. Enfin, ce soir, c'est une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que, comme c'est ma dernière sortie avant l'écrit... En avril? Dans 3 mois? Ben, j'attendrai. Jamais d'eau après le piment, jamais d'eau. Pour voir la suite, hein, la scène est très longue, mais elle est absolument géniale dans le type de ce qu'est la comédie romantique. Donc on voit ici ce moment où ils parlent en même temps, comme je vous disais, il va falloir apprendre à s'écouter, sinon la machine va s'enrayer. Et c'est d'ailleurs un moment où ils sont dans le même plan, et sur le même plan, quand ils se parlent en même temps. Donc pour habiter le même plan, littéralement, il va falloir apprendre à vivre ensemble. C'est la dernière sortie avant l'écrit, évidemment, mais la parole s'enraye avec le piment, avec tout cet effet de gag, etc. Précisément, on pourrait jouer sur les mots. Au moment où il dit que j'attendrai, c'est là que peut-être que l'idée qu'il va pouvoir lui pimenter la vie lui coupe la chic, et c'est pas le moment du tout. Ned et le surgissement de l'amour pimentent sa vie peut-être, mais avec les larmes qui vont avec, on le verra. De même, quand les langues vont finir par se toucher, et je vous passe ça juste, j'allais dire, quand les langues vont finir par se toucher, donc là c'est le résultat vous voyez, hein, je vous avais dit tout à l'heure, l'un nu en caleçon, l'autre complètement habillé. Ça va être le court-circuit total, comme on le voit. Enfin, la caméra elle-même perd la tête, tourbillonne complètement et perd le nord. Voilà, enfin, il y a un déraillement et un court-circuit total, mais qui est aussi assez harmonieux. Et le sommet de ce dialogue et de ce registre de parole, évidemment, de ce dialogue qui se cherche entre les deux personnages, c'est bien entendu le climax, l'un des climax du film, le grand moment, l'un des plus grands moments de la comédie romantique, la leçon finale que donne Valentine dans son oral d'agrégation. Je ne vous la montrerai pas ici, parce qu'il faut vraiment la voir dans son intégralité. C'est l'une des plus belles déclarations d'amour de l'histoire du cinéma, dans lequel, comme elle le dit, hein, l'exposé didactique est soudain parasité par ses propres émotions. Le sujet de la leçon se mêle à ce qu'elle veut dire à Ned qui l'écoute. Je cite, si tu m'aimes, voilà, elle fait une lecture du Misanthrope de Molière, mais elle va finir par s'adresser, en regardant Ned, à s'adresser à lui. Si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis, parce que je ne changerai pas. Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es. Donc les registres de parole ici se brisent, se recomposent pour saisir un nouveau langage, un nouveau discours amoureux. Et ces langues qui cherchent à se toucher se manifestent également dans les objets qui vont peupler le film et dans l'un des personnages principaux du film, à savoir le téléphone, et qui met en avant, avec le recul du temps que l'on peut avoir depuis 2024, qui met en avant une des autres qualités du film qu'on pourrait appeler une sociologie de la romance. Et je vous montre un petit extrait, justement, qui met en scène, l'une des scènes qui met en scène ce personnage du téléphone. Filaire. Hein. Allô? Oui, c'est moi. Oui, attends, ne quitte pas. Oui, tu sais, je prépare l'écrit pour la semaine prochaine. J'ai un trac. En plus, comme j'ai failli rater ma maîtrise à Toulouse... Mais tu me l'as jamais dit.
Mais si, je t'en ai parlé à cause de quelqu'un, un caïman. Un quoi? Un caïman, un maître de conférence. Ça a duré 2 ans, j'étais très amoureuse de lui. Allô? Arrête, parce que rien que très amoureuse de lui, j'ai la nausée, alors. Mais c'était il y a longtemps. Combien de temps? Oh, il y a 8 mois que je l'ai pas revu. Ah, parce que tu l'as revu? Oui, 1 ou 2 fois, mais c'était... Attends, ne quitte pas. Allô? Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je m'installe. C'est quoi la cicatrice dans tes cheveux? C'est fini avec le caïman? Mais oui. La cicatrice, c'est un accident de patin à roulettes. Il y a des filles, des femmes dans ton groupe? Donc là, on est dans la préhistoire. Hein, pour ceux avant Internet, on a affaire à un document paléontologique, donc le téléphone filaire. Et quelle galère c'était, mais vous imaginez, et tout le film, voilà, c'est vraiment un personnage du film. Comment faire pour communiquer, comment faire pour... c'est vraiment, le film est dramatisé par cet objet. L'attente et le soulagement qu'il suscite quand il sonne. On est aussi dans une colocation ici, dans le film, pour resituer, pour ceux qui n'ont pas vu le film, lui est musicien et donc en tournée. Elle est à Paris, révise son agrégation, on n'a pas assez d'argent, vit dans une colocation avec d'autres personnes qui utilisent le même téléphone. Donc elle va acheter cette rallonge pour pouvoir parler tranquillement avec lui. Donc l'attente, le soulagement que le téléphone suscite, la lointaine proximité qu'il permet, la frustration qu'il génère, et c'est aussi des scènes où naît dans cette séquence en tout cas la jalousie. Et Roland Barthes, encore lui, a bien parlé de l'attente liée vraiment au téléphone dans ces époques-là. L'attente, l'angoisse, comme je vous disais, quelqu'un d'autre qui sonne, enfin le fait de se retenir de téléphoner au cas où l'autre appellerait, de reconnaître sa voix ou pas, etc. Voilà, plein de choses comme ça, d'avoir peur de s'endormir et d'être réveillé par la sonnerie. Bref, le téléphone, c'est comment être relié à l'autre, évidemment, par un fil ou être ficelé par l'autre, attaché par l'autre, littéralement. Il est aussi quand même ce qui peut faire lien et ce qui fait le lien. Et on a d'autres séquences dans une cabine téléphonique, notamment, qui rappellent la télécabine du premier et le fil qui les conduit ailleurs. Mais voilà. Donc le téléphone donne une autre dimension sociologique, on va dire, au film, vu d'ici en tout cas. Le téléphone et les autres moyens de communication. C'est un levier dramatique de toute rom-com, en tout cas de pas mal de comédies romantiques. Les lettres, les téléphones. Dans Cause toujours tu m'intéresses, dont je vous parlais, qui passe demain. Donc le téléphone est également un objet comme ça qui dramatise tout. Dans Harry rencontre Sally également. Ensuite les emails, les sites de rencontres, comme dans Nuit blanche à Seattle, etc. Donc ce qui fait lien dans le film et ce qui lui donne son rythme aussi, ce sont les moyens de locomotion. Littéralement, pour un fil les relie, mais il faut qu'ils se retrouvent quelque part dans leur emploi du temps si bien agencé. Et donc, les mouvements intérieurs sont des mouvements dans l'espace, littéralement. Il y a un grand rythme, et c'est le principe de la comédie, que les locomotions du cœur sont celles aussi du corps. Et donc, on a plein d'objets comme ça, à travers lesquels on pourrait faire l'histoire du film. La télécabine, bien sûr, le métro, le train, la voiture, autant de moyens qui contrarient le compte à rebours qui est lancé, le compte à rebours du film qui est l'agrégation et l'examen. Donc le film se coule littéralement dans les objets, comme un courant qui passe à travers eux, et c'est un film très concret finalement, et c'est ce qui fait encore sa qualité aujourd'hui. Et cette concrétude des choses résiste aux sentiments, tout en les rendant beaucoup plus consistants. L'un des autres aspects sociologiques, on va dire, de cette romance, ce sont ces marqueurs temporels qui, avec le temps, ont pris une qualité documentaire à nos yeux. Enfin, c'est ce qui fait toujours, d'ailleurs, la qualité ou l'intérêt ou la curiosité de ces films tournés. On avait proposé au Forum des images un programme qui s'appelait France années 80, et l'une des choses, c'est de revoir, en tout cas, les rues de Paris, les rues d'autres villes, enfin, renaître sous nos yeux, et cette qualité documentaire apporte une touche vraiment supplémentaire. Et Daniel Thompson a saupoudré son scénario comme ça de références culturelles, on en a vu là, Tom Waits ou Phil Collins et d'autres. Mais il y a aussi un dialogue, un petit dialogue comme ça qui rappelle un autre objet disparu, le magnétoscope, où lui dit « Tiens, j'ai enregistré La Guerre des Étoiles. Ah bon, mais il y avait sur la 3 la nuit du chasseur de Charlton. » Voilà. Donc encore des différences culturelles et encore juste ce petit objet qui apparaît, le lecteur CD, tout ce que vous voulez. À l'époque, on avait considéré que tout ça était un petit peu cliché, un petit peu, voilà, m'as-tu vu ?
Eh bien non, enfin, aujourd'hui, il y a cette qualité, en tout cas, qui fait que le film résiste étrangement au temps. Il y a un autre type d'enregistreur après le magnétoscope, c'est le répondeur. Enfin, le répondeur, non pas du téléphone portable, mais le répondeur à cassette, qui est un autre objet fossile. Et une autre séquence célèbre, Ned a fini par tromper Valentine, et voilà comment elle l'apprend. Parce que l'une des conversations de Ned avec l'un de ses amis était enregistrée malencontreusement par le répondeur. C'est arrivé à beaucoup de gens. Allô Céline, ça y est? Ah! Tu le vois? Oh, il est mignon avec son smoke, non? Oui. Non, pas complètement. Je continuerai à aller à la maison pour bosser un peu, j'ai juste amené quelques trucs, là. Ouais. Bon, je t'appelle demain, on se voit. Ouais, ok. Bon, tu n'appelles pas parce que je remets le répondeur, hein? Allô? C'est moi. Allô? Je te réveille? Non, non, j'arrive. Ah bon? Alors, pour avoir des loches, c'est la déloche. Et toi? L'infirmière? Elle m'attendait, je lui avais filé la clé. Elle vient de partir. Ah oui, c'est vrai, tu donnes ta clé, toi. Elle va m'appeler, je crois qu'elle a un coup de cœur. Allô? Ça va pas coller avec Valentine. C'est à cause de Patricia? Non, mais j'en ai rien à foutre de Patricia. Non, c'est plus grave que ça, c'est... Elle est vraiment bien, c'est une fille formidable, mais seulement... elle vit le jour, moi je vis la nuit, elle est dans son truc, moi dans le mien. Pourtant, elle a tout. Elle est belle, elle est intelligente, elle est brillante, mais elle a un caractère. Ça, les vraies personnalités, tu t'emmerdes pas. Mais qu'est-ce qu'elle t'emmerde? Fais gaffe, hein. Quoi, fais gaffe? Bon, dans la série Les copains d'abord, ça fait toujours plaisir. Mais passe quand même pas à côté d'un beau truc. Tu vas lui dire? Oui. Elle est trop bien, je peux pas laisser traîner. Donc une scène tournée en une prise, enfin un plan, vous voyez, enfin, jusqu'à s'approcher du visage de cette larme qui va couler. Enfin, c'est du point de vue actoral très beau, très émouvant en tout cas. Mais ici, c'est le répondeur qui fout la merde, si j'ose dire. En tout cas, c'est Ned lui-même qui fout la merde. Quand la vie est une comédie romantique, tout est raccord dans le film. La bande-son, la musique, tout va bien. Ici, la voix revient du passé, est enregistrée, et ça déraille. Il y a une vérité qui se dit de manière mécanique, tout comme le discours livresque était mécanique lui-même. On se cache derrière des choses. Quand Ned trouve ces mots, ils sont enregistrés, et comme sa musique sur les bandes, qu'il va vouloir, qu'il enregistre et qu'il va... Bon, je vais pas vous raconter le film, mais en tout cas, il y a un effet de comparaison avec les bandes qu'il va reprendre de sa musique et ne pas vouloir faire écouter. Il y a comme un décalage horaire qui va complètement semer la pagaille. Et donc cette très belle scène avec la larme qui coule est aussi montre qu'il y a une éloquence totale des larmes, une éloquence des larmes, et chez Sophie Marceau, l'actrice en particulier. C'est l'une de ses figures de style. Ce moment des pleurs, il y en a d'autres dans le film, je ne vous ai pas montré les plus grands, mais le moment où le regard s'embue, où elle va crier, parler et faire son monologue avec la petite bouche qui se tord sur son coin gauche, etc. Donc c'est la scène, le Marceau style, si vous voulez, qui va faire ensuite de Sophie Marceau l'une des actrices principales à la fois du mélodrame et de la comédie romantique à plusieurs âges de sa vie et de sa carrière. Et dans le film, évidemment, comédie romantique oblige, la pluie s'en mêle, le ciel pleure, éloquence des larmes, tout y est. Et enfin, pour revenir à la sociologie de la romance, c'est un film l'un des rares films qui met le travail au cœur de son drame, au cœur de son action. C'est l'une des rares romances où l'on voit les gens travailler, littéralement. Et c'est ce qui fait que ça les oppose, d'ailleurs.
on met souvent en scène des étudiants d'une autre manière, mais là, on la voit vraiment préparer son agrégation, et c'est assez documenté. Je le dis d'autant que j'ai pu vivre cette chose-là. Et déjà, pour citer la presse de l'époque, Daniel Toscan du Plantier, qui est devenu producteur et qui écrivait à l'époque dans le Figaro Magazine, trouvait que la force du film était précisément de faire du travail son vrai sujet. Bon, après, je me suis dit, Figaro Magazine, valeur travail, j'ai peut-être un petit problème de vision des choses, mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui l'ancre quand même dans le quotidien de ces deux personnages, et surtout du personnage de Sophie Marceau. La chose qui aurait un peu plus vieilli dans le film est peut-être un peu le métier de musicien d'Édouard Ned, où il y a des petits moments kitsch, mais qu'il était déjà, je pense, à l'époque. Voir Vincent Lindon jouer du synthétiseur, revoyez le film. Donc le caractère marqué de l'époque et des années 80, qu'on jugeait pourtant un peu cliché à l'époque, c'est ce qui inscrit justement le film dans son temps et qui donne du crédit à l'histoire d'amour que l'on voit aujourd'hui et qui en fait donc, comme par hasard, quelque chose d'assez universel, une allégorie complètement universelle. Et pour conclure ce cours, je dirais que l'étudiante, juste avant que la comédie romantique, comme je le disais, connaisse un nouvel âge d'or, a inventé quelque chose comme la méta-romance. Le film a comme une conscience de lui-même tout le temps et tient un discours sur le genre qu'il est en train d'explorer et dans lequel il s'inscrit, et sur la romance de manière générale. Le monde du cinéma, par exemple, est très présent dans le film, de manière très concrète, ne serait-ce que parce que le personnage de Ned donc tente de composer une musique pour un film, et notamment pour un film réalisé par Elie Chouraki, qui interprète son propre rôle dans le film. On voit même un film en train de se mixer, un film en train de se faire, un film avec des bruitages de galop. Pour la petite histoire, c'est la Folie des Grandeurs, une séquence de la Folie des Grandeurs que l'on redouble dans le film. Donc le monde du cinéma et ses trucages sont très présents dans l'étudiante, et je veux vous montrer quand même une dernière séquence parce que ces personnages, Ned et Valentine, ont une telle conscience d'être dans une comédie romantique, en tout cas une telle conscience d'avoir envie de vivre une comédie romantique, que leur premier baiser est un vrai baiser de cinéma. C'est ce que veut Valentine. Je n'ai pas dit que c'était elle qui était, en dehors des premières séquences qu'on a vues, très souvent à l'initiative des choses. Donc voilà une des dernières séquences qui est donc juste avant la première nuit d'amour. C'est là? Oui, en attendant, je cherche un studio, enfin une chambre. Je suis basque. Je te l'ai dit ça, non? Je sais pas, non. Enfin, on a dit tellement de choses que... Bon ben, je pars demain alors. Après les examens en avril. Non? J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. Tout de suite. Donc une séquence qui utilise vraiment la grammaire du film classique, de la comédie romantique classique, mais qui l'assume complètement en se mettant lui-même en scène. Donc c'est ce qui est vraiment de très beau. Enfin, on voit jusqu'au bout la musique, tout ce que vous voulez, un vrai baiser de cinéma. Et donc c'est ce qui signifie ce que j'appelle cette méta-romance, en fait, et qui fait que le film est un film très intelligent, en tout cas sur le genre. Et enfin, donc, il y a évidemment ce que je ne vous montrerai pas, c'est la grande leçon finale, qui est une mise en abîme théorique de la comédie romantique. Je pourrais vous tenir à votre disposition, j'ai recopié, si vous voulez, toute la leçon écrite par Daniel Thompson et que donne Valentine, et qui est très belle. Donc l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, l'amphithéâtre final, est une scène de théâtre, bientôt contaminée par la vraie vie, donc, et par les émotions de Valentine. Et l'auteur, Daniel Thompson, rattache vraiment le film à la tradition du XVIIe siècle et de ses comédies de caractère. Et donc ici, on parle du misanthrope. Donc la comédie de caractère était ces pièces, le Malade imaginaire, le Misanthrope, où on nommait les œuvres suivant le trait de caractère dominant du personnage principal ou de l'œuvre de manière générale. Et vraiment ici, c'est l'étudiante. C'est
Donc, je vous le disais tout à l'heure, elle va apprendre à vivre, apprendre à aimer. Elle n'étudie pas que le misanthrope. Et donc, il y a un va-et-vient entre fiction et réalité permanent dans le film, et qui correspond finalement à ce que Roland Barthes, encore lui, décrivait pour distinguer entre le discours amoureux, ce que l'on se dit intérieurement, le discours que l'on se fait intérieurement à soi-même, de manière très décousue quand on est dans ce moment d'émotion amoureux, et l'histoire d'amour, ce que l'on va raconter par la suite et qui va être moins décousu. Mais l'histoire d'amour, c'est ce que fait la société, c'est ce que raconte la société, c'est la manière dont on raccorde les vies dans un récit. Et ici, c'est ce que le film raconte lui-même. Et ce qui m'intéresse donc dans l'étudiante, c'est donc cette conscience d'être lui-même. Et la comédie romantique ici prend en charge vraiment, de manière générale, au-delà de l'étudiante, prend en charge, on va dire, le grand système langagier, mais de la sentimentalité. On a toujours besoin de sentimentalité aussi, et de sentiments. Laissés de côté par, si on parle de manière philosophique, par les grandes grammaires dominantes que sont la religion, que peuvent être la psychanalyse, que peuvent être le marxisme. Non, la sentimentalité. Et à l'époque, il y a un critique qui l'avait perçu, il s'appelle Robert Chazal, et il avait perçu un peu cette dimension, et il disait, l'un des rares, l'article positif en tout cas sur le sujet, sur le film, les auteurs sont décidés à voir la vie en rose et leur étudiante est un parfait exemple de ce néo-romantisme qui tente de tempérer la libération sexuelle des années 60 par une sentimentalité retrouvée, avec toutefois l'acquis de la liberté et pour la femme le droit de choisir, voire de provoquer. Merci de la précision. Donc en 2024, ce qui peut expliquer le succès aussi encore de la comédie romantique et de notre thématique refaire l'amour ici, c'est en partie ce désir post-Tinder, pour le dire de manière caricaturale, ce désir post-Tinder de retrouver un peu de sentimentalité, prise en charge par la comédie romantique précisément. Un genre qui, oui, malgré tout, malgré ses injonctions contradictoires, nous aide à vivre et à aimer. Donc mon étude ici, dans ce cours, n'a fait que suivre entre les lignes, peut-être certains et certaines l'auront deviné, mon étude n'a fait que suivre les indications de la leçon donnée par Valentine à la fin du film. Et les discussions que j'ai pu avoir avec elle, car oui, je vous le rappelle, je suis entré dans le film et j'y ai vécu, ce qui était la seule méthode légitime pour en parler ici devant vous. J'ai connu ces lieux, j'ai lu ces livres, j'ai partagé ces mêmes angoisses, et je ne sais plus aujourd'hui, pour vous dire la vérité, si j'ai fait tout ça par amour pour Valentine, ou si la vie que j'ai alors choisie me rappelait que j'avais un jour été amoureux d'elle. Je ne sais pas qui détient le pouvoir de détermination de mon parcours, ma conscience propre ou son influence sur moi. Mais je pense que comme avec tous les films, et avec les comédies romantiques en particulier, c'est un dialogue qui s'est noué, qui nous a tous deux brisés et recomposés avec les miettes de l'autre. Donc c'est ce qui fait que je suis un éternel étudiant et que je lui dois beaucoup. Merci à vous.